Vous retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, l'Église en Afrique, avec Jean Priotte, historien à l'Université catholique de Louvain, et Mathieu Zana, historien à l'Université de Gand en Belgique. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, un sujet qu'il faut traiter avec nuance, celui de l'Église en Afrique. En effet, combien de fois a-t-on entendu des déclarations à l'emporte-pièce comme « l'Église a travaillé main dans la main avec l'administration coloniale » ou « l'Église a été la protectrice des peuples colonisés face aux exactions des colonisateurs ». On peut aussi citer une autre déclaration, l'Église catholique africaine est plus romaine que le pape, ou au contraire, l'inculturation du christianisme en Afrique est une vraie réussite. Alors, où se situe la vérité et comment introduire un peu de recul dans des discours qui deviennent vite très partisans? Deux invités vont nous y aider. Mathieu Zana et Tambala, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes professeur à l'université de Gand. Gand, c'est en Belgique. Et puis Jean Priotte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également historien, vous êtes également en Belgique, puisque vous êtes professeur émérite à l'Université catholique de Louvain. C'est bien. Alors, on va donc essayer d'adopter une perspective historique sur cette question de l'Église en Afrique, et puis peut-être rappeler qu'on a d'habitude l'illusion que tout commence au XIXe siècle, mais en réalité, la christianisation de l'Afrique, c'est quelque chose de très ancien. Mathieu Zana et Tambala. Oui, moi je n'hésite jamais à expliquer aux étudiants que voilà, l'existence donc de l'Église chrétienne en Éthiopie date de bien avant, l'évangélisation ou l'arrivée du christianisme en Europe. Déjà au 5e siècle, l'État où le royaume d'Éthiopie se déclarait chrétien. Donc c'est bien de le souligner parce que normalement on dit toujours c'est l'Europe qui a apporté le christianisme en Afrique. Donc il y a là quand même vous avez tout à fait raison. Une exception. Et on peut aussi dire que le christianisme n'est pas une religion européenne. C'est ça. L'origine est quand même plutôt en Orient. Oui, et l'Éthiopie est plus proche donc du Moyen-Orient que l'Europe, que l'Angleterre ou la Belgique et la France. C'est important de le rappeler parce que souvent que l'Éthiopie était chrétienne, parce que souvent on fait commencer l'évangélisation de l'Afrique avec l'arrivée des Portugais, avec Diogo Cao qui découvre l'embouchure du Congo, du Zaïre, en 1482. Et alors on dit oui, l'évangélisation commence là, mais non, elle avait déjà commencé beaucoup de siècles plus tôt. Donc là, c'est une vision européocentrée de dire ce sont les Portugais qui ont amené le christianisme en Afrique. C'était bien antérieur. Oui. L'arrivée de ce christianisme en Afrique se fait en plusieurs vagues, on peut le dire comme ça. Donc c'est en fait un effet de la mondialisation, parce que là aussi la mondialisation ne date pas de la fin du XXe siècle, mais commence bien avant. Oui, parce que je viens d'évoquer la découverte, si on peut dire la découverte, encore un terme européocentré, parce que les gens qui vivent là n'ont pas l'impression d'être découverts, ils y étaient. Oui. Ce qu'on appelle les découvertes, c'est une vision, disons, d'Européens, mais le Portugais Diogo Cao arrive en 1482, il découvre l'embouchure du Congo, il plante un padran, une stèle, et puis alors, peu de temps après, vont déjà venir des gens, des prêtres, des chanoines de Lisbonne, qui vont entourer ces colons portugais. Mais assez vite va se mettre en place un commerce international qui est un commerce fondamentalement inhumain, c'est le commerce des esclaves. Et cette traite atlantique va être à l'origine d'une première énorme diaspora forcée des populations africaines vers les Amériques, vers le Nouveau Monde. C'est donc la première grande diaspora qui est liée à la première mondialisation, la première grande ouverture, je dirais, internationale des voies maritimes
puisque les Portugais vont contourner l'Afrique et aller jusqu'en Chine, en Orient, tandis que les Espagnols vont plutôt s'orienter vers du côté du Nouveau Monde, c'est-à-dire du côté des Amériques. Et ça tient au fait que le pape Alexandre VI, en 1493, trace une ligne de démarcation en laissant tout ce qui était à l'orient de cette ligne aux Portugais et en demandant aux Espagnols d'aller de l'autre côté, à l'ouest de la ligne, pour évangéliser et être les organisateurs de l'Église dans ces régions. Donc là, il y a, je dirais, c'est une première grande mondialisation. Et il y a une deuxième grande vague de mondialisation, c'est l'époque des grandes entreprises coloniales au XIXe siècle. Une deuxième vague de colonisation qui va faire en sorte que le monde n'aura plus vraiment de frontières puisque les voies maritimes vont s'ouvrir partout. Et donc il y a une énorme diaspora africaine qui commence très tôt à ce moment-là. Je voudrais quand même ajouter... Bon, écoutez, lors de la première vague, c'est à ce moment-là qu'on voit, disons, la formation des espaces religieux en Afrique. L'islam qui arrive donc du nord vers l'Afrique centrale, pour ainsi dire, donc par les Arabes. Donc le nord de l'Afrique deviendra presque totalement musulman. Pour ainsi dire. Mais il y a aussi au sud l'arrivée des Hollandais en Afrique du Sud, les Huguenots de la France qui arrivent là-bas. Et donc on assiste à une introduction de deux grandes religions, la pénétration par le nord et par le sud. C'est le christianisme, surtout le protestantisme. Et tu as bien dit, il y a le royaume du Congo où les Portugais vont arriver et commencer à introduire la religion catholique, pour ainsi dire. Mais c'est dans ce contexte international, il faut aussi souligner que les Espagnols et les Portugais s'intéressaient plus au Nouveau Monde, c'est-à-dire aux Amériques, qu'en Afrique. J'ai parfois traversé l'Amérique latine, surtout le Brésil, donc il y a encore des vestiges de cette ancienne présence des cathédrales qui datent du XVIe, XVIIe siècle, tandis qu'en Afrique, bon, voilà, on doit attendre la deuxième vague. Oui. Alors, pour que le tableau soit complet, vous l'avez dit, les Africains ne se découvrent pas eux-mêmes, ils savaient que l'Afrique existe. L'idée romantique qu'il s'agissait de trois personnages dans des petites cases et où tout le monde était dans un état de sauvagerie et de barbarie est complètement à revoir aussi. Il y a des royaumes, vous l'avez dit, il y a un royaume du Congo. Il y en avait partout en Afrique. Très bien organisé. Bien organisé. Qu'on peut appeler des États, une sorte de nation, donc le royaume Congo, mais il y avait aussi au Mozambique, Ghana, etc. Donc ça existait, mais tout a été, pour ainsi dire, écrasé, surtout lors de la deuxième vague. Et je dirais qu'avant cet écrasement par la deuxième vague coloniale, il y avait bien sûr des royaumes, mais si je reprends la théorie d'un auteur anglo-saxon, Robin Horton, dans les années 1970, qui disait, c'était contesté après, mais qui disait qu'à un moment donné de leur histoire, des peuples qui étaient organisés, mais qui avaient vécu dans un certain cloisonnement géographique, ressentaient, disait-il, comme une nécessité de s'ouvrir à une cosmologie qui intégrait une vision du monde plus universaliste. Et il interprétait les poussées à la fois de l'islam au nord et du christianisme donc, plus au sud, comme étant le reflet et je dirais, une conséquence de cette vision du monde qui s'ouvrait du fait d'un commerce un peu international, du fait des voies maritimes, qui s'ouvrait à une vision, à une cosmologie plus décloisonnée. C'était son opinion, mais c'était contesté par la suite. La traite, ce qu'on appelle le commerce triangulaire, la traite des esclaves prend fin quand ?
Écoutez, formellement, juridiquement, c'est au début du 19e siècle, mais le trafic clandestin, ça dure jusqu'en 1870 presque, donc dans l'embouchure du fleuve Congo, à Boma, etc. Donc il y a encore des navires qui viennent embarquer des esclaves, 1870, 1875. Les théories abolitionnistes sont nées dans les milieux protestants anglo-saxons, les milieux piétistes ou alors les milieux piétistes allemands. Et donc c'est né plutôt dans les milieux protestants. Mais en 1839, je crois, il y a le pape Grégoire XVI qui publie une encyclique contre l'esclavage, ce qui sera précisé par la suite en 1888 par le pape Léon XIII, qui publie une encyclique qui condamne clairement. Mais il faut, par exemple, en France, attendre Victor Schœlcher, qui en 1848 supprime définitivement l'esclavage, qui avait déjà été supprimé avant, mais rétabli par la suite. L'esclavage, parce qu'il était pratiqué par la France dans les territoires français d'outre-mer, notamment dans les Antilles. Et alors là, c'était des sociétés à esclaves, et l'économie tournait grâce aux esclaves. Cela va poser des problèmes économiques, évidemment, ce qui fait que des planteurs vont être en réaction très forte contre cette suppression de l'esclavage. Mais il faut le dire que ça ne s'est pas fait ni facilement, mais que c'est relativement récent. Et quand, en 1888, la Vigerie lance la société anti-esclavagiste, à Bruxelles notamment, eh bien, l'esclavage est encore pratiqué. Mais lui, il avait surtout en tête l'esclavage dans le bassin du Congo, qui était pratiqué par l'Est, avec ce qu'on appelait les arabisés, qui avaient des campagnes, je dirais, mené des campagnes de récolte d'esclaves. Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio. Aujourd'hui, l'Église en Afrique, avec Jean Priotte, historien à l'Université catholique de Louvain, et Mathieu Zana, historien à l'Université de Gand, en Belgique. Alors, Jean, oui. Est-ce qu'on peut quand même ne pas se poser la question quel a été le changement pour, disons, les Africains à ce moment-là? Moi, je crois que avant l'abolition, effectivement, les Africains étaient vus comme des esclaves, dominés par des maîtres d'esclaves, des Blancs, des Européens. Mais à la fin du 19e siècle, avec, disons, la colonisation moderne, la deuxième vague, eh bien, cet esclave est devenu un travailleur parce qu'il était forcé. C'était l'ère commençait donc du travail forcé. Mais donc il n'y a pas tant de différence. Il n'y a pas tant de différence. Donc c'est un peu, je dirais, une discussion sémantique. Par contre, il restait chez lui. Oui. Donc il reste en Afrique, mais le temps colonial... Oui, comme dit Mathieu, c'était même paradoxal de voir que on brandissait la bannière de l'anti-esclavagisme et de l'abolitionnisme en Europe. Il y avait des campagnes anti-esclavagistes qui étaient menées par des forces coloniales en Afrique centrale, mais qu'en même temps, on pratiquait sous un autre nom le travail forcé, avec un régime qui était totalement inhumain, dans l'État dit indépendant du Congo, qui était dirigé par Léopold II, et qui était là véritablement un système d'exploitation éhonté et très dur, tout un système. Ce n'était pas, comme on l'a dit, des abus, c'était beaucoup plus que ça. C'était un système qui était violent et négateur de l'être humain, et qui a été dénoncé dans les campagnes anti-congolaises. Oui, mais Jean, donc, dans la littérature coloniale, même au terme du 19e siècle, quand Léopold II a commencé à recruter des soldats congolais, donc au Congo même, eh bien, ces soldats étaient considérés par les populations africaines comme des esclaves de l'administration coloniale, comme des esclaves donc, du régime léopoldien. Donc, c'est dire que le changement
n'était pas totale. Oui. Hein? Tout à fait. Oui, oui. Alors l'Église, comment est-ce qu'elle s'est comportée? Puisque là, on arrive à ce moment de colonisation. Est-ce que on a l'impression qu'elle a une sorte de rêve romantique, en fait, d'aller coloniser et donc évangéliser des pays vierges, en fait? Oui, c'était le rêve romantique de refaire outre-mer une chrétienté qui s'effilochait en Europe, qui s'effilochait pour différentes raisons, notamment avec l'accession des libertés modernes, et de la suppression d'une religion du prince, d'une religion d'État. C'est encore des histoires de Français, c'est encore la faute des Français, c'est la Révolution française. La démocratie donne un peu l'impression parfois, en s'installant, de nier les droits de Dieu pour instaurer les droits de l'homme. Et alors, en plus, il y avait le progrès du rationalisme en Occident, qui était perçu comme négateur de la foi. Plus la raison accroissait son domaine, plus le domaine de la foi rétrécissait. C'était comme ça qu'on envisageait les choses. Et alors, il y avait ce paradoxe de voir des missionnaires qui étaient membres de congrégations, qui en Europe combattaient les idées modernes, combattaient les idées libertaires, combattaient le rationalisme, alors que lorsque ces missionnaires arrivaient en Afrique, eh bien, ils étaient les défenseurs de la lutte contre des coutumes asservissantes, contre des coutumes, je dirais, un peu obscurantistes. Et alors, ils étaient en quelque sorte dans ce paradoxe d'être à la fois des adversaires des libertés modernes en Europe et des promoteurs d'une lutte contre les idées obscurantistes lorsqu'ils arrivaient en Afrique. C'est le paradoxe du missionnaire, quoi. Est-ce qu'ils ont été pires que les colons, mieux que les colons ou comme les colons? Ben, je ne sais pas si on peut dire... c'est une question. Non, oui. Donc ça, c'est quand même un peu... Alors, c'est une première chose qui est très importante à dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de généralisation. Oui. Écoutez, moi, je crois que beaucoup de missionnaires étaient de bonne foi. Donc, on ne peut pas tout contextualiser, on ne peut pas tout relativiser, mais la plupart étaient donc de bonne foi. Le problème, c'est que, plus particulièrement au Congo, qu'il y avait là un monarque qui avait encore l'esprit de l'ancien régime, donc d'avant la Révolution française, qui croyait que et l'Église catholique, et l'État, ou la monarchie, devaient travailler main dans la main. Il n'avait pas compris, à la fin du XIXe siècle, que pour Rome, ça c'était déjà le passé. Donc, Rome préférait donc envoyer des sociétés missionnaires là-bas, tandis que pour Léopold II, il a pris quelques initiatives, par exemple un séminaire africain dirigé et contrôlé par l'épiscopat belge, donc pour l'envoi de prêtres séculiers au Congo. Mais pour Rome, ça, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Alors, ce sont des sociétés missionnaires, Père de Sceut, des jésuites, qui ont été envoyés. Et ce n'était pas c'était peut-être la première fois que Rome ne s'entendait pas de cette façon-là avec Léopold II. Mais prenons, donc Jean vient de parler de cette période, donc du début du XXe siècle, les atrocités, etc. Alors, l'épiscopat belge a défendu Léopold II, qui niait tout. Même l'épiscopat catholique anglais était convaincu que c'était des mensonges là, des églises protestantes, etc. Mais au même moment, en 1906, il y a un père jésuite, Arthur Vermersch, qui publie un livre, La question congolaise, dans lequel il explique, les abus, c'est la réalité dans ce pays-là. Donc, le régime doit changer. Le choix
de Rome, du Vatican, était vite fait. Donc on a cru Arthur Vermersch, qu'on considérait comme une sorte d'activiste des droits humains, qui défendait les Congolais. Un peu, on le comparait avec le dominicain Bartholomeus Casas. Oui. Donc, c'est ça. Donc, on peut dire que une partie de l'Église était favorable vraiment aux idées de Léopold II, au régime, etc. Mais pour Rome, c'était vite clair, non, il faut défendre disons, les populations africaines, comme l'a écrit, et il a aussi fait pas mal de conférences à travers la Belgique, pour expliquer sa pensée, sa vue sur les affaires congolaises. Alors, pour Rome, pour le Vatican, c'était Arthur Vermersch qui... C'est vraiment, vous avez bien fait de répondre comme ça à ma question, parce qu'on voit bien qu'il y a des choses très complexes. Il y a d'abord les catholiques, les protestants, il y a Rome, les congrégations, des prêtres qui peuvent être des prêtres diocésains. Donc quand on parle de l'Église... Évidemment. Et puis, il y avait aussi je ne vais pas dire ce tiraillement, mais presque ce double langage involontairement de missionnaires qui respiraient l'air de leur temps et qui spontanément étaient portés par l'engouement pour les colonies. L'engouement était profond pour les colonies. À partir du milieu du 19e, chaque pays européen voulait avoir ses colonies. Il y avait un engouement un peu romantique parce qu'on allait porter naïvement, croyait-on, on allait porter la lumière au peuple qui vivait dans l'ombre, qui vivait dans la barbarie. On allait porter la civilisation comme s'il n'y en avait qu'une, comme si les autres n'avaient pas de civilisation, ce qui est une aberration. Et alors, il y avait ce rêve romantique du fardeau de l'homme blanc d'apporter la lumière au peuple. Et il y avait vraiment un engouement au point que quand j'étais petit, quand j'étais jeune, on apprenait encore à l'école primaire, c'est dans les années 1940, ce n'est pas hier, mais on apprenait encore à louanger, à dire en termes flatteurs de notre grand roi Léopold II, on ne parlait pas des abus, qui avait donné à la Belgique une grande colonie et qui avait permis l'arrivée du christianisme. Alors, le grand roi Léopold II, depuis, on a appris qu'il était le promoteur d'un système inhumain. On l'a appris depuis, mais on le savait. Mais à l'époque, on ne le savait pas encore, on ne l'apprenait pas. Et il y avait presque ce double langage involontaire des missionnaires qui baignaient dans cette atmosphère, qui avaient conscience d'apporter la culture, la civilisation, en même temps que la religion, et aussi, bien sûr, d'être aussi les défenseurs d'un ordre européen. Et par ailleurs, ils n'hésitaient pas à dénoncer à l'occasion des situations d'abus. Ils le faisaient. Et eux-mêmes luttaient contre ces abus. Mais il y avait ce tiraillement qui n'était même pas perçu par eux. Ils le faisaient spontanément, quoi. Mais vous avez raison, et donc je vous propose qu'on écoute un premier texte qui montre un peu ces ambiguïtés. C'est un texte du cardinal Lavigerie dont vous avez parlé, l'archevêque d'Alger, et qui, vous allez voir, c'est un texte en deux temps. Le premier temps, on est en plein romantisme, nous allons apporter la civilisation, puis vous allez voir qu'après, il y a aussi quelques considérations sur le poids politique de la France dans ces régions-là, donc tout ça n'est pas complètement dénué d'arrière-pensée. C'est une lettre à un supérieur de grand séminaire qui date de 1869. Tous les ecclésiastiques ont pris, après les 3 premiers mois de postulat, l'habit arabe. C'est aussi un point de leur règle qu'ils ne parlent plus que cette langue. Ils couchent habillés et sur la dure. Leur nourriture se rapproche de celle des indigènes, dont ils devront partager la vie. Tous les jours, à l'heure de leur récréation, ils pansent les plaies des Arabes malades qui se présentent à leur maison et reçoivent en même temps des conseils sur la manière de traiter les maladies les plus dangereuses du pays. C'est une vie rude et mortifiée sans doute, mais elle a le double avantage d'immoler complètement la nature et d'éclairer sur une vocation qui, il ne faut se le dissimuler, est celle de l'abnégation la plus entière, et pour quelques-uns peut-être du martyre. Les régions qui s'étendent entre l'Arabie et le Sénégal sont, jusqu'à l'heure présente, complètement fermées à notre action.
y introduire un élément actif d'assimilation et de conquête morale, y établir, de distance en distance, des stations françaises par le moyen de nos missionnaires, avoir aussi le moyen d'être exactement renseigné sur les ressources, les besoins, les aspirations de ces contrées inconnues. Rejoindre les grands marchés du centre de l'Afrique, c'est sans contredit étendre l'influence, la puissance de la France, en même temps que répandre les salutaires principes et les féconds enseignements de notre foi. Voilà, étendre l'influence, la puissance de la France, et en même temps que répandre les salutaires principes et les féconds enseignements de notre foi. On voit toute la complexité, et vous l'avez dit, c'est pas, enfin entre guillemets, si je puis me permettre de parler comme ça, c'est pas le pire, le cardinal Lavigerie. Non. Il est représentatif de son temps. C'était quand même une mentalité qui était fort présente. Je crois que c'est dans l'encyclique Maximum Illud de Benoît XV en 1919. Je crois qu'il écrit une phrase comme ceci, je la cite plus ou moins de mémoire. « Grande est notre peine d'avoir vu dans plusieurs pays de mission des missionnaires plus attachés à défendre les intérêts de leur patrie d'origine que l'intérêt des populations où ils vivent. » Une phrase comme ça que je cite de mémoire, mais c'est dans Maximum Illud, quoi. Ça veut dire qu'en 1919, le pape le constate lui-même, et que c'est comme ça, et il le dit, grande est notre peine. Bon. Alors justement, vous allez défendre le Vatican. Vous l'avez dit en préparant l'émission, vous défendez le Vatican, parce que on voit bien, et c'est Maximum Illud le montre, enfin le texte issu de l'encyclique du pape le montre bien, le Vatican a plutôt envie de promouvoir un clergé africain et puis le bien-être des populations locales. Bien évidemment, parce que au Vatican, on était convaincus pour l'implantation du christianisme sur les terres africaines, il le faut des Africains. Donc il faut commencer par la formation, dans un premier temps peut-être des auxiliaires, mais donc des prêtres, donc d'un clergé africain. Tandis que 90% des missionnaires croyaient encore il faudra un siècle, peut-être 2 siècles, avant que les Congolais ou les Africains soient capables donc d'implanter, donc de christianiser leur propre continent. Et je trouve ça fantastique. Donc l'idée, c'est aux Africains de christianiser les Africains. Ça, c'était, à mon avis, très progressiste. Mais il faut dire que il y a beaucoup de sociétés missionnaires qui ne croyaient pas à ça, qui commençaient à faire ça. Pourquoi ? Elles se sentaient forcées, mais finalement, Roma locuta, causa finita. Donc, ils ont dû suivre. Rome a parlé, fini les discussions. Oui. Mais en fait, Rome voyait les choses d'un point de vue supérieur, un peu plus haut, c'est-à-dire que les missionnaires étaient plongés sur place et ils considéraient un peu avec les préjugés européens de l'époque qu'il fallait pas d'abord, mais en même temps apporter la religion chrétienne et la civilisation européenne. Il y avait ce mélange des deux qu'il fallait apporter, je dirais, conjointement, tandis que Rome voyait les choses d'un point de vue un peu différent et supérieur. Donc on était, si je puis dire, dans une situation où le clergé sur place, donc les missionnaires, faisaient prévaloir le bien de leur société missionnaire implantée dans un pays plutôt que le bien des populations, plutôt que, je dirais, de semer une plante en terre nouvelle qui allait produire des fruits différents. Et alors, petite colle, le premier prêtre africain, ça date de... Enfin, quand est-ce qu'il a été ordonné ? Au Congo. Oui. Le premier prêtre en congolais, c'est 1917. Stefano Kaoze. S'il te plaît. Stefano Kaoze. Stefano Kaoze, en 1917. Le premier évêque ? Là, il y a contestation parce que dans la première évangélisation, le roi du Congo, Afonso, qui était converti, a un fils, Afonso meurt en 1945, a un fils, Enrique, qui a été ordonné prêtre.
qui était le premier prêtre africain, mais de l'Ancien Régime. Et certains disent qu'il aurait été consacré évêque à Rome. Je ne me prononcerai pas sur la question. Mais sinon, oui. Je ne sais pas de quand date le premier, peut-être bien que Mathieu le sait, mais ce que je sais, c'est qu'il faut attendre en 1959, à la veille de l'indépendance, pour que la hiérarchie soit établie au Congo. C'est-à-dire qu'on passe d'un système où chaque congrégation dirige des vicariats apostoliques qui dépendent de leur propagande d'affidée. Et alors là, on instaure la juridiction ordinaire normale avec des diocèses dont plusieurs, pas tous, sont aux mains de prêtres, d'évêques congolais. 59, hein, oui. Oui, non, ça dit tout. Je voudrais quand même ajouter, voilà, entre 1930 et 1948, disons, les missionnaires belges ont essayé de convaincre Rome de béatifier le martyr Georges de Geel, Adrien Wellem, tué au Congo, donc royaume du Congo, en décembre 1652. Mais Rome a refusé. Pourquoi? Alors, à Rome, on disait, mais tué, pour quelle raison? Il brûlait des objets rituels, des trucs, des Bas-Congo, des Congolais. Alors, on comprend que ces gens-là défendaient leur culture. Donc, il ne fallait pas faire ça. On ne peut pas béatifier quelqu'un qui brûlait, qui ne faisait que brûler tout cela. Et deuxièmement, pour Rome, ce n'était plus l'époque là où je ne dis pas défendre l'Église belge, l'Église catholique belge, donc il n'était plus question des choses pareilles, mais on a commencé l'enquête sur, je dirais, l'assassinat du Congolais Isidore Bakanja, par un agent commercial belge en 1911-1912, mort en défendant la religion chrétienne. Et lui, il a été béatifié. Donc on a donné un martyr aux Congolais, pas aux Belges. Pas pour contenter et satisfaire. Oui, ça, il faut souligner ça. C'est très important, y compris le respect des cultures. Oui, le respect des cultures. Les gens défendent leur culture, leurs coutumes. Donc il ne faut pas, avec la violence, lutter contre cela. Donc pour Rome, pas question de béatifier le Belge, le Flamand, Georges de Geel, Adrien Willems. Non. Mais un Congolais, donc ça fait maintenant 3 ou 4 décennies qu'il est... Justement, respecter les cultures, à partir de quand on commence à se dire les églises locales, et donc les églises africaines, mais c'est vrai aussi de toutes les églises en Asie, etc., à partir de quand elles peuvent aussi s'emparer des rites, des manières de faire, etc. Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio. Aujourd'hui, l'Église en Afrique, avec Jean Priotte, historien à l'Université catholique de Louvain, et Mathieu Zana, historien à l'Université de Gand en Belgique. Si on se place dans la deuxième vague coloniale, c'est-à-dire à partir du XIXe siècle, il y a cette idée de la supériorité naïve et inconditionnelle de l'Européen qui veut imposer sa culture. Alors, je dirais que dans ce contexte-là, les cultures locales ne sont nécessairement dévalorisées, sont considérées comme barbares ou comme irrationnelles. Et petit à petit, on va s'apercevoir qu'il y a des choses intéressantes. Il y a des ethnologues qui vont travailler, qui vont essayer de comprendre les populations locales. Et quand on comprend, on apprécie forcément.
Pas toujours, parce que parfois on le faisait dans le but de démontrer que c'était de la barbarie. Mais petit à petit, quand même, se fait jour que les choses ne sont pas aussi simples que le vieux romantisme généreux mais aveugle le disait. On s'aperçoit qu'il y a des richesses, qu'il y a des choses intéressantes à prendre, qu'il y a des valeurs à comprendre. Et grâce au travail des ethnologues, petit à petit, on s'aperçoit que les choses ne sont pas aussi simples. Mais je crois que globalement, il y a deux courants qui vont se joindre dans l'entre-deux-guerres. D'une part, pour permettre une réévaluation positive des coutumes. Par exemple, il y a le mouvement de la missiologie qui dit la générosité romantique, c'est bien, il faut y aller avec générosité, mais cessons d'être simplistes, regardons les peuples comme ils sont, et pas comme nous-mêmes, nous les voyons avec nos lunettes d'Européens. Regardons les peuples comme ils sont. Donc la missiologie, une réflexion sur l'action missionnaire, est justement centrée sur cette volonté de regarder l'autre comme il est. Et alors d'abandonner le simplisme au profit d'une étude scientifique de la question. Et d'autre part, dans les années 20, il y a dans les milieux africains une revendication de leur culture. C'est à l'époque, par exemple, je cite l'exemple à Paris, dans les années 20-30, où Senghor rencontre Césaire et crée le journal d'étudiants noirs, où ils affirment qu'il y a des choses qu'il faut dire, qu'il faut faire pour revaloriser. C'est aussi l'époque où on redécouvre ce qu'on appelait l'art nègre, c'est-à-dire qu'il y a des belles choses qui sont dignes d'intérêt. On le redécouvre bien sûr avec des lunettes d'Européens, mais enfin, on commence à redécouvrir. Et en 1947, il y a la revue Présence africaine qui va lutter justement pour la redécouverte de la culture africaine. Il y a je dirais, ce phénomène important de liaison qui s'opère alors entre les Africains déportés qui étaient dans le Nouveau Monde, et donc dans les Amériques, notamment aux Antilles, et les Africains qui vivaient en Afrique, par exemple par ce livre symbolique de Césaire, Cahier de retour au pays natal. Parce que le pays natal de tous ces Africains déportés, c'était bien sûr l'Afrique, et il fallait redécouvrir les valeurs africaines. Et alors je dirais que conjointement, la redécouverte culturelle, la découverte religieuse des valeurs religieuses grâce à la missiologie s'opère dans les années, à mon avis, dans les années 30, dans l'entre-deux-guerres. Il faut quand même dire, à mon avis, donc si on peut parler de lutte culturelle, de tensions culturelles, avec les missionnaires blancs, les missionnaires européens, on tenait beaucoup à l'orthodoxie. Tandis que dans les cultures africaines, c'était plutôt l'orthopraxie. Donc, les pratiques, les rituels. C'est vrai encore ? Oui. Ah, c'est toujours vrai. Il faut voir les messes, les services religieux des Africains, c'est rituel. L'Europe, c'est plutôt le silence, on ne bouge pas. Donc, non, mais c'était ça, la lutte. Au Congo, ex-Zaïre, pour le cardinal Maloula, c'était ça, le rite zaïrois. Le rite zaïrois, l'orthodoxie, oui, on est d'accord. Mais le rite... Voilà une personnalité très très intéressante. D'ailleurs, je vous propose qu'on l'entende. Enfin, on entend une lecture du cardinal Maloula et vous nous le présenterez juste après. C'est une allocution du 29 juillet 1970. Avouons-le sans embâge. Des années de colonisation nous ont amenés à emprunter sans examen préalable les idées ou institutions venues d'autres horizons que les nôtres. Solution de facilité, mais qui entraîne de toute évidence la perte de notre propre identité. Pour assurer notre développement authentique, il faut en un certain sens être totalement indigène. Surgir de l'intérieur de notre société, être intimement accordé à ses caractéristiques et à ses problèmes.
Alors, présentez-nous ce cardinal Malula. Oui, et peut-être Jean... Mais je voudrais, avant que Mathieu le présente le cardinal, présenter cet ouvrage. Donc, les évêques d'Afrique. Les évêques d'Afrique parlent entre 1969 et 1992. Document pour le synode africain de 1994, qui a eu lieu à Rome. Ce livre-là rassemble des textes des évêques du Congo, ou du Zaïre à l'époque, du Congo, des textes sur les différents domaines, les différents thèmes, et tout est abordé avec, je dirais, une assez grande liberté, et ils remettent les choses en place d'un point de vue africain, et c'est un livre fort intéressant de ce point de vue-là. Ce sont des textes, je dirais, des textes fondateurs, si je puis dire, de l'Église africaine telle qu'elle se vit maintenant. Voilà, Mathieu peut présenter. Oui, alors, le cardinal Malula. La même chose existe pour les textes du cardinal Malula, qui ont été rassemblés par le père Léon de Saint-Moulin, en 7 ou 8 volumes là. Donc, il était bavard, le cardinal. Oui, mais enfin, il a fait longue carrière aussi en tant que prêtre. D'ailleurs, en petit détail, c'est lui qui a marié mes parents. Donc, félicitations. merci beaucoup. Et qui a connu la première République, c'est-à-dire des moments très difficiles. Le Congo a traversé des moments très difficiles, de 60 jusqu'à 65. Et après cela, arrive au pouvoir Mobutu, le président Mobutu, pour qui c'est la lutte pour l'authenticité. Donc, vous voyez, il y a un président, l'authenticité, et puis l'autre, le cardinal Malula, voilà le rite zaïrois. Mais après un certain temps, il y a eu des problèmes, des tensions entre les deux. Et il lui parlait assez franchement, je crois. Il parlait assez franchement, c'est-à-dire il a dû quitter le Congo, il a été en exil à Rome pendant quelques années, si je ne me trompe pas. Et pourquoi ? Parce que on se souviendra toujours du cardinal comme le défenseur donc de la culture religieuse africaine, mais il voulait aussi, et il tenait à ça, que l'Église soit une force morale. Donc il luttait contre l'érosion morale politique, donc du monde politique. C'est la raison pour laquelle Mobutu ne voulait plus de lui. Que le régime de Mobutu, on peut le dire, était un peu corrompu. Un tout petit peu. Oui. C'est quoi ce fameux rite zaïrois ? Je crois que Mathieu est plus à même que moi d'en parler, mais je dirais que c'est un rite qui fait davantage de place à la gestuelle, à la spontanéité. Nous sommes un peu, en Europe, nous sommes un peu guindés quand nous participons à des offices. Là, il y a une spontanéité qui doit être réintroduite. Et aussi, peut-être un sens des choses, mais peut-être bien qu'on le redécouvrira par la suite, mais des théologiens africains ont fait remarquer que lorsque Jésus a pris du pain à la Seine, il a pris le pain qui était la nourriture, du pain fait avec du blé, qui était la nourriture que l'on mangeait à ce moment-là, la nourriture courante. Lorsqu'il a pris du vin, c'était du vin fait avec du raisin. Mais en Afrique, la nourriture courante n'était pas la farine de blé, n'était pas le vin fait avec du raisin. Ben voilà, il y a la nourriture, il y a le mil, il y a d'autres types de boissons. Est-ce qu'il faut vraiment conserver, je dirais, pour avoir la conformité, ou bien est-ce qu'il faut entrer davantage dans le sens, dans l'esprit? Et certains préconisaient qu'on adapte les choses, qu'on voit les choses autrement. Mais ça, Rome n'a pas suivi. Le problème, il y a eu chez les missionnaires dans les années 30 une volonté d'adaptation. Mais ils avaient, si je puis dire, la bonne volonté de vouloir s'adapter, mais ils avaient l'outrecuidance de dire comment nous considérons, nous, Européens, qu'il faut s'adapter. Mais c'était aux Africains à dire comment ils voient les choses. C'était aux Africains à planter leurs graines de la foi et voir ce qu'elles produisent comme fruits. Ce n'est pas aux Européens, dont je suis, à dire comment il faudrait faire. Mais Mathieu... Non, je pense qu'il y a quand même un peu plus que ça. La messe
pour les Européens, c'est une affaire de quelques minutes, 30 minutes, 35 minutes. La messe était considérée par les Africains comme une rencontre des gens. Et quand on se rencontre, on parle, on gesticule, on fait du bruit, on mange, etc. Et déjà, quand on se rencontre pour demander à quelqu'un comment tu vas, comment va ta famille et cet enfant-là et cet oncle-là, ça prend déjà 20 minutes, etc. Donc, il voulait prendre du temps pour se rencontre. C'était essentiel. Donc, une messe aujourd'hui, si la messe ne dure qu'une heure, alors cela signifie que le prêtre, qu'il était très pressé. Oui, d'accord. Très pressé. Donc, il voulait, je vais reprendre le mot, plus de spontanéité, être à l'aise, etc. Et chanter. Quand il y a une fête, on chante, on danse. Donc c'est ça, encore une fois, l'orthopraxie. Oui. C'était C'est vraiment ça. Oui, c'était vraiment ça. Actuellement, L'orthodoxie, ça c'est peut-être quelque chose pour les prêtres, les théologiens, les philosophes, etc. C'est trop intellectuel, etc. Mais pour les gens, le bas peuple, c'était ça. Chanter le bon Dieu. Il est grand, donc il faut danser. Ça, c'est... ce roi Zaïrois, qui maintenant devient congolais, est maintenu. Quel est Oui. Donc moi, je suis devenu un peu, européanisé. Une messe de 2 heures, c'est aussi un peu, je trouve qu'ils exagèrent parfois. Mais de toutes les façons, donc là, c'est une rencontre entre les hommes, mais les rencontres entre les hommes, c'est aussi les rencontres avec Dieu. Il est parmi eux. Donc, cette rencontre de quelques minutes-là, ça, ils ne comprennent pas. Vous avez dit, vous êtes européanisé. Il y a cette question aussi de la diaspora. Il ne faut pas oublier que l'Afrique, elle est en Afrique. Et déjà, Césaire le disait. Elle est aussi depuis très longtemps, à cause des différentes traites et des différents aussi mouvements économiques, et puis des choses heureuses aussi. Elle est aussi en Europe, et puis aux États-Unis. Comment s'articule le rapport à l'Église? Est-ce que vous voyez des différences? Est-ce qu'il y a une église africaine en diaspora? Bien sûr. Moi, comme je l'ai dit, j'ai été à plusieurs reprises au Brésil. Oui. Et au Brésil, je me faisais le plaisir de visiter des églises construites par des esclaves. La plupart des églises, a igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Donc, ces églises-là ont presque toutes le même nom. Mais donc, bâties par la force des esclaves, ils avaient cette liberté-là, parce qu'il y avait une ségrégation, ils avaient leurs propres églises, et ça se voit encore un peu partout. En Afrique, les Africains n'ont pas eu cette chance-là. Toutes les églises ont été, jusqu'en 1960, construites par les missionnaires blancs, les missionnaires européens. Toutefois, pour moi, moi je considère ça comme une sorte de patrimoine bâti missionnaire. Donc ils ont construit des cathédrales. La cathédrale de Mbandaka, ex-Coquillat-Ville, construite par les trappistes, en style un peu trappistique, etc. Une très belle cathédrale. À Lubumbashi, ex-Elisabethville, construite par les bénédictins de Bruges, etc. Copie conforme. Donc les deux églises se ressemblent. Alors, pour moi, quand il m'arrive de donner des conférences
au Congo, aux Congolais, je dis toujours, il faut respecter cela. Pourquoi? Parce que ce sont nos ancêtres, ce sont nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qui ont fabriqué les briques, qui ont produit cela, qui ont vraiment maçonné tout cela, donc c'était un travail dur. Alors, pour le respect de nos ancêtres, il faut ne pas négliger cela. C'est un patrimoine missionnaire que je défends avec beaucoup d'énergie. Pas parce que l'idée, c'était l'idée d'un frère missionnaire, etc., ou d'un évêque vicaire apostolique belge. Non, mais le travail dur a été fait par nos ancêtres. Alors, c'est pour cela que je répète à mes amis africains, il faut respecter cela. Il faut réhabiliter cela. Ce patrimoine bâti missionnaire est à nous. Nous avons construit ça. Et donc, il faut aussi connaître son histoire. Il faut connaître son histoire. Mais dans le même ordre d'idées, je dirais que on a beaucoup parlé maintenant des missionnaires, des prêtres, etc., des congrégations religieuses, mais on n'a pas dit le rôle des autochtones, des catéchistes, qui ont véritablement été les traducteurs de la foi, non pas traducteurs uniquement linguistiques, mais les traducteurs dans la vie courante. Parce que les missionnaires, c'est bien, mais ils transmettaient les choses par le catéchiste. C'était lui qui faisait comprendre aux gens pas mal de choses à leur façon, et qui ont déjà amorcé une première inculturation, parce qu'il traduisait les choses comme il le sentait, et pas nécessairement comme le missionnaire le voulait. Donc le rôle des catéchistes était fort important, à mon point de vue. Et aussi actuellement, ce qu'il faudrait aussi souligner, dans l'Église actuelle, à mon avis, c'est le rôle des femmes qui ont été les piliers de bien des choses dans les situations qu'a connu le Zaïre et puis le Congo au point de vue politique. Ouais. Et c'est le mot de la fin, allez-y. Oui, Jean, tu as déjà visité le musée de Tervuren, rénové. Oui. Donc c'est en Belgique, le musée de Tervuren, c'est à côté de Bruxelles. À côté de Bruxelles. On arrive à la fin de l'émission. Oui, voilà. Vous aurez le mot de la fin. À un certain moment, on va donc montrer des missionnaires, linguistes, etc., et les livres, les grammaires, les dictionnaires qu'ils ont publiés. Leurs noms sont là, Hulstart, Boulard, etc., qui sont très connus donc en Belgique. Et de l'autre côté, on voit, oui, ils ont eu l'aide de quelques catéchistes et secrétaires. Oui. Personnellement, je l'ai déjà dit tout haut, je trouve ça scandaleux. Oui, bien sûr. Oui. Je trouve ça scandaleux, parce qu'en fait, ce n'était pas leur langue, mais c'est grâce à ces secrétaires. Il faut aussi mentionner leur nom. Il faut mentionner leur nom. Mais il reste des inconnus, un tel. Ça, je n'accepte pas. Et les Africains n'ont pas à accepter cela. Vous avez raison. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et on se retrouve non pas la semaine prochaine, puisque nous allons faire une petite relâche. On se retrouve en septembre pour une nouvelle saison de La Foi prise au mot. Mais d'ici là, vous pouvez continuer à regarder la chaîne, puisqu'il va y avoir des rediffusions. Donc, bon été et à bientôt.